Les virus respiratoires de vos chevaux, qui sont-ils? Donc, comme je vous ai dit, on m'a demandé de parler un peu plus des virus respiratoires. Alors, présenter des virus, c'est pas si simple que ça. Je vais essayer de vous dire rapidement qui sont-ils et surtout, je vais m'attarder surtout sur ceux qui sont surveillés par le RESP dans le cadre du sous-réseau respiratoire, enfin, syndrome respiratoire aigu. Donc, on va commencer donc les signes d'alerte, le sommaire, pardon. Donc, on va commencer par rappeler rapidement les signes d'alerte lors d'un passage viral. Euh, Vous présentez ensuite les virus et leurs conséquences lorsqu'ils passent ou dans une écurie. Enfin, je vais parler un peu plus de la surveillance du RESP, vous dire pourquoi on surveille justement ces virus-là. Et enfin, je vais essayer de m'attarder aussi, enfin m'attarder, je vais mettre une diapo quand même sur d'autres virus que sont par exemple les herpès virus 2 et 5 ou les coronavirus qui ne sont pas obligatoirement surveillés par le RESP. Donc, comment reconnaître un passage viral? Avant tout, il faut juste savoir, enfin, d'un point de vue respiratoire, il faut juste savoir que les troubles respiratoires représentent la deuxième cause d'atteinte des chevaux après les troubles locomoteurs. Sauf que, en général, lorsqu'un virus passe, il passe dans toute l'écurie. Les troubles locomoteurs, en général, sont juste sur un cheval, ou deux, ou des choses comme ça, mais en tout cas, pas toute une écurie. Or, un virus respiratoire, lorsqu'il passe, il passe vraiment dans toute l'écurie. Donc, ça peut vraiment être une catastrophe et l'écurie peut vraiment être bloquée pendant plusieurs semaines. Les signes cliniques qui sont souvent rencontrés sont du jetage séreux. Donc on dit en général on parle de jetage séreux parce qu'en fait ça fait un petit liquide très clair, voire transparent, qui coule du naseau. Alors il peut être parfois un peu muqueux, c'est-à-dire un peu plus épais, et voire mucopurulent, voire purulent. Et là en fait ça fait vraiment quelque chose de vert. Et lorsque ça fait quelque chose de vert comme cela, en général c'est qu'il y a une légère surinfection bactérienne. Alors c'est pas pour ça que c'est grave, mais il y a une légère surinfection bactérienne. Il peut y avoir de la toux ou pas de toux, ça peut être les deux, ça dépend de la zone en fait, qui est la zone de multiplication du virus. Si en fait on se situe vraiment au niveau du nasopharynx, donc juste au-dessus des naseaux, là on va avoir vraiment ce qu'on appelle une rhinite avec quelque chose qui coule beaucoup, mais pas obligatoirement une atteinte du poumon, donc des voies respiratoires basses. Mais parfois, on a affaire à des virus qui aiment bien justement se multiplier au niveau des poumons, qui aiment bien envahir tout cela, et dans ces cas-là, en fait, on a une atteinte des voies respiratoires basses avec de la toux qui peut parfois dégénérer en pneumonie. La fièvre, généralement on a un petit peu de fièvre. Alors, je dis généralement parce que lorsque le cheval, par exemple, pour la grippe, on en reparlera plus précisément de la grippe par la suite, mais lorsque le cheval est bien vacciné, eh ben, on peut ne pas avoir de fièvre. Mais en général, on a quand même une petite fièvre, donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre la fièvre régulièrement dans ces cas-là. Et surtout aussi, lorsqu'il y a un passage viral, en général, on a aussi un peu la congestion des muqueuses et du nez. Donc ça, ça peut être des signes d'alerte. Bah, tout cela, en tout cas, en général, enfin pas en général, a été résumé et très bien résumé dans la webconf qu'a fait le docteur Xavier Dablon, qui est donc à la clinique vétérinaire de la Côte-Fleurie, qui co-dirige avec moi le sous-réseau syndrome respiratoire aigu du RESP, et qui a vraiment précisé tout cela. Et je pense que vous pouvez la revoir et peut-être que justement le webmaster de l'IFCE là, va vous mettre justement le lien pour pouvoir la revoir par la suite parce que là justement il met en exergue les différentes comment en fait manager le passage viral au sein d'une écurie. Donc, avant toute chose, prévention lorsque vous voyez cela, parce qu'en fait, la transmission est assez rapide, notamment pour la grippe, et la dissémination au sein d'une écurie peut être très très rapide et dévastatrice. En général, les virus sont émis ou sont transmis via les gouttelettes émises lors de la toux ou dans les contacts naso à naso entre les chevaux. Mais ça peut également être le cas par des objets contaminés, genre des abreuvoirs ou des choses qui servent à entretenir le box, et également le vecteur humain. C'est pour ça qu'en fait, il est vraiment important d'avoir une signalétique parfaite dans son écurie pour pouvoir vraiment limiter la dissémination du virus. Et enfin, vraiment s'occuper des chevaux atteints en dernier. Ne surtout pas commencer par eux, parce que même si on se lave bien les mains, il y a peut-être des fois des choses, des virus qui restent un petit peu sur nous. Et si on va voir après les chevaux sains, ça peut être une catastrophe. Donc vraiment s'occuper des chevaux contaminés en dernier. Les méthodes de diagnostic, alors là on va plus rentrer dans la partie laboratoire. Il y a plusieurs méthodes de diagnostic, mais on parle de tests indirects et de tests directs. Quels sont les tests indirects? Les tests indirects, ce sont les sérologies. On va aller rechercher en fait les anticorps, c'est-à-dire ce que va produire le cheval une fois qu'il est en contact avec le virus pour se défendre.
Donc là, en fait, c'est pour ça que sur les différentes images que vous voyez, on a ici des colorations un peu rougeâtres. C'est parce que on analyse avec du sang. Donc là, on va vraiment rechercher dans le sang les anticorps qu'a produit le cheval après le passage du virus. Et il y a également les tests directs. Et là, on va chercher directement, ici, à partir des prélèvements, on va chercher directement le virus. Alors, je vais vous préciser après quels sont ces tests directs. Enfin, en général, maintenant, ce qui est plutôt utilisé, ce sont plutôt des techniques de biologie moléculaire, comme la PCR par exemple. Mais là, au moins, on met en évidence le virus. Quelle est la différence entre ces différents tests? Là, je vous ai mis une cinétique, un graphique sur lequel on voit apparaître les différentes composantes. Dans un premier temps, on voit ici, alors, attendez, je vais prendre le pointeur, ici en vert, le virus qui est présent généralement au sein des naseaux des chevaux. Et ici, on voit la création des anticorps. Les premiers, on appelle ça des IgM, ce sont des anticorps qui ne sont pas vraiment spécifiques du virus, mais qui va l'aider vraiment quand même un petit peu à lutter. Et ici, par la suite, les IgG. Et ces IgG sont ce qu'on appelle les anticorps mémoire. Ils vont rester longtemps dans le sang et ils vont justement aider le cheval à se protéger si jamais il est de nouveau infecté. Ce sont aussi ces anticorps qu'on essaie de stimuler lorsqu'on fait de la vaccination. Alors, quel test faire? Bah, c'est bien simple. Lorsqu'on a le virus, on fait des tests directs, c'est-à-dire qu'on va mettre en évidence directement le virus. Et si jamais on passe un petit peu après la bataille, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un épisode respiratoire au sein de l'écurie, mais que dans ces cas-là, on n'a pas eu le temps vraiment de faire les analyses ou que le vétérinaire n'a pas pu venir, on est un petit peu après, et bien dans ces cas-là, on fait des tests indirects. Parce que si jamais on fait une prise de sang au niveau, à un instant où on n'a pas encore d'anticorps, on va avoir un résultat négatif. Et si jamais on a un résultat négatif, ça ne veut pas dire pour autant que le virus n'est pas passé. Donc si par exemple, au moment où le cheval a vraiment, vraiment des signes cliniques, on fait simplement une prise de sang pour essayer de mettre en évidence le virus, on ne le trouvera pas. Le seul moyen dans ces cas-là d'avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est de faire justement un deuxième prélèvement à 15 jours d'intervalle. C'est pour ça que des fois, en fait, les vétérinaires repassent 15 jours après dans une écurie. Alors, 15 jours, c'est le minimum. Ça peut être un mois après pour reprélever le même cheval alors qu'il va bien. Mais c'est juste pour voir, en fait, s'il n'y a pas eu le passage viral en amont. En effet, on laisse dans ce cas-là le temps au cheval de synthétiser ses anticorps. On dit qu'au bout de 7-8 jours après le début des signes cliniques, le cheval commence simplement à synthétiser des anticorps. Donc dans ces cas-là, au bout de 3 semaines, on devrait commencer à avoir des anticorps et au bout d'un mois, 2 mois encore plus. Quels sont les meilleurs prélèvements dans ces cas-là? Alors là, vous voyez, en fait, c'est une étude qui a été faite en 2013 par Romain Payot, qui est un immunologiste français, mais qui travaille en Angleterre et qui va bientôt rejoindre également notre laboratoire. Donc, en fait, on a plusieurs types d'écouvillons. On a des petits écouvillons et des grands écouvillons. Or, lorsque le virus se multiplie, en général, il se multiplie au niveau du nasopharynx. Et le nasopharynx, c'est très très profondément au sein des naseaux. Donc, dans ces cas-là, on a vraiment besoin d'un grand grand écouvillon, si possible avec un grand coton pour bien racler, parce que plus on racle, plus on récupère des cellules, et les virus sont généralement le plus présents dans les cellules présentes au sein du nasopharynx. Et après, comme vous le montre la troisième photo, on le met dans un liquide, dans un milieu de transport qui justement conserve ces virus. Là, c'est l'idéal. On peut aussi quand même faire du transport à sec comme cela. Pour la détection en biologie moléculaire, ça ne posera pas de problème. Mais pour nous, par la suite, si on veut faire des recherches sur le virus, on préfère que ce soit dans un milieu de transport pour pouvoir après multiplier le virus chez nous et pour pouvoir après vraiment essayer de l'analyser. Juste pour vous dire, au sein de l'étude de Romain Payot, sur 250 écouvillons nasopharyngés ou écouvillonnage nasal testés, 71 étaient positifs en écouvillonnage nasopharyngé, alors que simplement 50 contre l'écouvillonnage nasal. En plus, on a généralement un meilleur titre, c'est-à-dire un meilleur taux de virus, donc une meilleure détection avec les écouvillons nasopharyngés. Et enfin, le dernier argument, s'il en fallait un, c'est que la durée de prélèvement est allongée avec les écouvillons nasopharyngés, puisqu'en fait, on a de plus en plus de virus à ce niveau-là. Par définition, ça s'éteint plus tard. Alors, on va parler maintenant des virus. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la grippe en premier lieu. Euh, Là, je vais vous juste donner une petite généralité qui concerne tous les virus, mais j'ai pris la grippe comme exemple. Donc, en général, pour vous expliquer un peu qu'on se situe vraiment avec les virus au niveau de l'infiniment petit, c'est que les virus sont pour une taille entre 80 et 120 nanomètres. Alors, ça ne parle pas vraiment, cela, il faut juste savoir que c'est plus petit qu'une bactérie,
qui fait 1 micromètre, ce qui ne parle pas beaucoup plus non plus, et encore plus petit qu'une cellule de l'organisme qui fait de 10 à 100 micromètres, ce qui ne parle toujours pas. Donc j'ai décidé de vous faire un petit exemple. C'est 10 millions de fois plus petit que le cheval en soi. Et si vous voulez justement avoir quelque chose qui est représentatif, le cheval, et ben en fait, le rapport entre le virus et le cheval, c'est un peu le rapport entre le cheval et la planète Terre, en son entier. Donc, ce qui veut dire vraiment qu'on est dans l'infiniment petit dans ces cas-là. Les influences à virus, on va essayer de parler influence à virus, ça c'est le nom technique de la grippe. Donc, pour sa classification, juste pour vous dire qu'en fait, il y a les virus influenza B et C qu'on retrouve majoritairement chez l'homme et un peu chez le porc. Et là, ce qui nous intéresse, ce sont les influenza virus A. Alors qu'on retrouve également chez l'homme, mais pour le coup, c'est vraiment celui-ci qui va infecter le cheval. Lesquels exactement? Alors là, on a de nouveau notre petite photo du virus. Et si on regarde en fait ici, alors d'abord au centre, on va avoir des bâtonnets là, si vous voulez, si vous voyez bien, là, des petits bâtonnets. Ça, c'est des protéines internes dans lesquelles on retrouve le génome du virus. Là, en blanc plus foncé, là, alors voilà, j'y arrive. Ici, on a une membrane qui est une membrane tout simplement lipidique, une membrane de graisse. Et tout autour, là, ce que je vous ai montré, ce sont des picots protéiques qu'on retrouve à la surface du virus. Et en fait, ces picots sont retrouvés ici, en bleu et en vert, et ils sont nommés H et N. Alors je vous dis ça, vous allez dire, ah, il rentre un petit peu dans les détails, certes, mais c'est pour vous expliquer quelque chose que vous entendez tous les jours à la télé. Si on reprend les influenza virus A, maintenant cette fois-ci, on a mis de côté les B et les C, on reprend les influenza virus A seulement, bah, il y a tout simplement plus de 125 sous-types connus. Il y en a quelques-uns que vous avez entendus déjà à la télé. Le H1N1, donc on appelait communément la grippe porcine, et le H5N1, qui est pour le coup la grippe aviaire que tout le monde a entendu, dont tout le monde a entendu parler et dont on a entendu parler encore très récemment. Donc voilà les deux sous-types que vous avez obligatoirement entendu parler. Maintenant, le cheval, lui, est plutôt infecté par le H3N8 et le H7N7. Alors H7N7, plus vraiment, puisqu'en fait, il ne circule plus depuis les années 80. Hein. Maintenant, c'est simplement le H3N8. Et pour tout vous dire, voilà tous les sous-types connus de grippe. Alors, quand on parle de grippe aviaire, c'est un petit peu un abus de langage, parce que lorsqu'on parle de l'influenza A, toujours pas le BLC, mais l'influenza A, en fait, il est toujours issu à la toute base des oiseaux. Donc ici, en fait, on voit un canard, donc les oiseaux d'eau, qui peuvent le transmettre aux autres oiseaux, mais également aux phoques, mais également aux baleines, aux cochons, à l'homme. Et en fait, par des cascades, en fait, ça a été transmis au cheval, qui l'a transmis en fait en 2004 également au chien. Alors maintenant, en fait, les virus se sont habitués à l'hôte, c'est-à-dire que le virus qui circule chez le cheval ne peut pas obligatoirement réinfecter les oiseaux derrière, mais quand on parle de grippe aviaire, c'est pour vous dire que tous les sous-types que l'on a vus précédemment ont circulé chez les oiseaux à un moment donné. Tous, sauf deux, pardon, le H17N10 et le H18N11, donc là encore des mots techniques, mais eux, ils ne circulent que chez les chauves-souris. Juste pour vous parler un petit peu des conséquences que peut avoir vraiment une infection de grippe équine, mais là, cette fois-ci, à l'échelle d'un pays. En 2007, il y a eu une épizootie de grande ampleur, en fait, suite à l'introduction d'un cheval, où il y a eu une petite quarantaine, mais toute petite quarantaine pour le coup, un cheval qui provenait du Japon. Et à l'époque, en fait, en Australie, il n'y avait pas de programme de vaccination. En fait, le pays était indemne, donc 0 chevaux étaient vaccinés. Il faut savoir qu'en 4 semaines, 70 000 chevaux ont été atteints. 140 000 vaccinations en urgence. Et en fait, le coût d'épidémie, pour l'ensemble de l'État, parce qu'en fait, par la suite, ils ont voulu recouvrir leur statut indemne, ça a été 672 millions d'euros, ce qui veut dire 1 milliard de dollars australiens. Donc tout cela pour vous dire que, une infection par la grippe équine peut avoir des conséquences majeures. Ce type d'épisode aussi est fréquent en Europe, hein, notamment en France, où il y a eu 6 épidémies en 2014 et 4 en 2015. Il y en a eu une majeure en 2009 qui est partie de Grosbois avec une dissémination nationale, mais comme nous, on a la chance d'avoir quand même une vaccination qui est quand même assez bien diffusée au niveau national, il n'y a eu que 200, enfin que 200 chevaux officiellement atteints, mais il y a eu quand même des compétitions d'annulés. Donc dans ces cas-là, obligatoirement, il y a une perte d'argent. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la vaccination contre la grippe équine est l'une des meilleures méthodes de prévention et c'est seulement la plus efficace à l'heure actuelle. Donc, s'il n'y a qu'un seul truc à retenir, c'est vacciner bien contre au moins la grippe car les conséquences sont majeures. Là, on va avoir la diapositive la plus technique pour le coup, c'est qu'en fait,
Là, sur votre côté, sur le côté gauche de la dia, vous avez les différents euh, vaccins disponibles en France qui peuvent protéger contre la grippe équine. Là, je vous ai montré cela, mais si vous, des fois, vous regardez les informations, et vous avez souvent ce type d'arbre-là, enfin, on appelle ça les arbres phylogénétiques, nous. Ce type de présentation, en fait, ça représente l'évolution. Là, vous avez des dates sur le côté, alors j'espère qu'elles sont visibles tout de même, 79, 91, 92, etc. Ça, ce sont les dates à laquelle on a isolé les virus. Et petit à petit, vous voyez, alors même si vous n'êtes pas familier avec ce type de représentation-là, il y a une évolution petit à petit des virus qui se fait, c'est-à-dire des mutations du génome. Et ces mutations engendrent le fait que le cheval ne reconnaît plus le virus qui circule à ce moment-là. Parce que le virus évolue, il est en mutation perpétuelle. Alors ça, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude chez l'homme. En général, on dit que le vaccin a été mis à jour. Et chaque année, on dit revaccinez-vous parce que le vaccin a été mis à jour. L'avantage que l'on a chez le cheval, en fait, c'est que l'évolution est quand même beaucoup, beaucoup plus lente. Et à l'OIE, donc l'Office international des épizooties, c'est l'office qui recommande officiellement la composition des vaccins. À l'OIE, en fait, il a été recommandé depuis 2013 d'incorporer deux types de vaccins qu'on appelle clade 1 et clade 2. On ne va pas rentrer non plus dans le détail, mais ces deux types de vaccins en général doivent être dans la composition vaccinale. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la France est chanceuse. Elle est chanceuse parce qu'elle a plusieurs types de vaccins et qu'ils sont avec des technologies différentes, mais tous très efficaces. Donc ça, c'est vraiment une chance. Donc par contre, vacciner, peu importe quelque part le vaccin, alors certains industriels m'en voudront dire ça, mais clairement, au moins, la France a cette chance-là, c'est d'avoir des vaccins efficaces dirigés contre la grippe. Alors les traitements, je vous l'ai dit un petit peu en préambule, ce sont essentiellement des traitements symptomatiques. Donc il faut administrer des antipyrétiques, donc par exemple du Doliprane pour faire baisser la fièvre, de la vitamine C en général pour essayer de booster un peu le cheval, et des antibiotiques, mais des antibiotiques si nécessaire, parce que un antibiotique a zéro effet sur le virus. En revanche, c'est si jamais vous voyez, enfin là c'est votre vétérinaire qui va le voir, mais un jetage plus purulent qui devient vraiment verdâtre, là on est en présence d'une surinfection. Qui dit surinfection? Une surinfection, ça veut dire une infection également par une bactérie. Or là, l'antibiotique sera justifié. Mais c'est le seul cas. Sinon, l'antibiotique ne servira à rien. Ce qui pourrait servir contre la grippe notamment, ce sont des tests qui ont été réalisés sur des antiviraux, donc antibiotiques contre les bactéries, antiviraux contre les virus. Il y a eu quelques tests, notamment en fait un test là fait par des Japonais sur l'oseltamivir, alors là encore un nom grossier, mais l'oseltamivir c'est ni plus ni moins que le Tamiflu. Et le Tamiflu c'est quelque chose qui est en vente dans toutes les pharmacies pour la grippe humaine. Donc ça a été testé également chez le chevaux. Le problème c'est que le coût est totalement prohibitif. Dans ces cas-là, le coût pour soigner un seul cheval, voilà, il est démentiel. Or, s'il y a toute une écurie, je ne vous en parle même pas. Et surtout, ça n'empêche pas encore la survenue de la maladie. En revanche, ça diminue l'intensité et la durée des signes cliniques. Qui dit diminution de l'intensité et la durée des signes cliniques dit un cheval qui va pouvoir se remettre plus rapidement au travail. Mais en tout cas, pour l'instant, de vrais traitements, si ce n'est les traitements antipyrétiques pour faire baisser la fièvre, sinon il n'y a pas grand-chose disponible sur le marché. Les herpès virus, et notamment l'herpès virus 1. Donc là, en fait, vous voyez un herpès virus à gauche et le virus de la grippe à droite. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent hein, dans leur composition. Si on regarde vraiment ici le virus de la grippe, je vous ai dit qu'il y avait ici des protéines. Là, on voit qu'à l'intérieur, il y a autre chose. Eh ben, il y a ce qu'on appelle une nucléocapside qui est organisée en icosaèdre, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous pouvez voir aussi qu'on n'avait que deux types de picots protéiques sur la grippe, et ici on en a 12 différents, donc on est sur un virus beaucoup plus complexe que le virus de la grippe. Mais ce qui fait surtout que le virus RPC1 est important, c'est qu'en fait, il provoque plusieurs types de maladies. On peut avoir des signes cliniques d'un point de vue respiratoire, même si l'herpes virus EK1, qu'on appelle plus communément virus de la rhinopneumonie, alors je reviendrai là-dessus par la suite, parce que ce n'est pas obligatoirement le terme qu'il faudrait employer maintenant, mais il peut provoquer des signes cliniques. Dans ces cas-là, la fièvre sera modérée, le jetage sera vraiment modéré également. Non, le vrai problème avec l'herpès virus 1,
c'est qu'il peut provoquer vraiment des troubles neurologiques avec des chevaux qui sont ataxiques et qui peuvent des fois être malheureusement euthanasiés puisqu'ils ne peuvent plus du tout recourir leurs facultés. Et évidemment également, lorsqu'on est dans un élevage, l'herpès virus 1 peut être responsable d'avortement. Autre problème aussi avec les herpès virus, c'est la latence. En fait, une fois qu'on est infecté par un herpès, qu'il soit un ou un autre chiffre derrière, on en reparlera, ou un autre type, comment la latence, c'est quelque chose où dès qu'on est infecté par un herpès, on est infecté à vie par cet herpès. Il se met au niveau de nos ganglions, au niveau de notre lignée blanche, donc nos globules blancs, et il n'en sort pas. Ce qui veut dire en fait que dans un premier temps, on va avoir un cheval qui est infecté latent, puis d'un seul coup, parce qu'il est un peu stressé, ou parce qu'il est fatigué, parce qu'il va moins bien, hop, va réactiver le virus. Ce virus va être transmis à de nouveaux chevaux, généralement jeunes. Une fois qu'ils sont infectés, eh ben, ils sont infectés à vie. Et ce qui fait que maintenant, l'herpès va être de nouveau, quand il va devenir adulte, présent chez l'individu jeune, et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, on a une boucle. Mais ça, c'est une boucle que vous connaissez généralement déjà, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est exactement la même chose avec notre bouton de fièvre. Quand on a un bouton de fièvre, en général, quand on est jeune, vers 14-15 ans, peut-être même des fois un peu plus tôt, on a des fois un bouton de fièvre. Alors parfois, des gens vont pas avoir des choses, vont pas avoir vraiment de manifestations cliniques. D'autres, ça va être juste cela. Je peux vous assurer que quand je suis allé sur le net pour trouver des photos de boutons de fièvre, il y avait vraiment des trucs beaucoup plus hard. Mais en l'occurrence, le bouton de fièvre, quand vous allez refaire systématiquement un bouton de fièvre, c'est toujours le même virus. C'est parce que vous êtes un peu fatigué. Et là, votre herpès, il est à l'intérieur de vous. Il dit, ouais, super, il va y avoir moins de défense immunitaire. Là, je vais pouvoir vraiment me rebooster. Et paf, vous avez un bouton de fièvre. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe également avec le cheval. En Normandie, une fois, toujours pour vous parler des conséquences, on a eu le cas des 3 signes cliniques en même temps au sein d'un seul et même haras. On a eu d'abord 2 cas neuro à T0. En fait, le vétérinaire nous a appelé, il nous a dit voilà, j'ai un problème, j'ai 2 chevaux qu'on suspecte réellement de cas, enfin, d'atteinte par l'EHV1. On a fait le diagnostic et en effet, c'était bien de l'EHV1. Management de l'équipe, etc. Sauf que le problème, c'est qu'au moment où ils s'en sont rendus compte, il y avait déjà certainement une propagation au sein de l'effectif. Et 7 jours après, on a eu des cas de troubles respiratoires. Alors, pas des gros cas, hein, mais il y avait des yearlings à proximité. Et ces yearlings-là, en fait, ont développé un petit peu de jetage, un petit peu de fièvre. Et là, dans ces cas-là, en fait, on a eu donc un passage respiratoire. Sauf qu'à proximité, il y avait également des poulinières gestantes. Et au bout de 4 mois, parce qu'en fait, ça peut mettre ce temps-là, il y a eu des avortements. Et il y a eu 4 cas d'avortement dans cet haras-là. Donc on a vraiment eu, à la suite, petit à petit, toutes les manifestations cliniques de cette maladie-là. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare, que l'on a publié d'ailleurs dans une revue scientifique. Hein. Mais pour vous dire justement que là, on a eu vraiment le cas d'un seul et même virus qui s'est propagé, qui a d'abord fait des cas, on va dire, où il se manifeste directement, que ce soit les syndromes neuro ou les syndromes respiratoires. Mais par la suite, il a vraiment provoqué quelque chose où il a le temps de se mettre vraiment dans le cheval, justement dans les juments gestantes. Il a le temps d'infecter également le fœtus. Et dans ces cas-là, il y a un avortement qui se fait. À propos de l'herpès virus 4, cette fois-ci, on change d'herpès virus. Il faut juste savoir en fait que jusque dans les années 80, le 1 et le 4 étaient considérés comme le même virus. Sauf que voilà, ils sont quand même bien différents. Et ils sont bien différents déjà par leurs manifestations cliniques. En fait, le HV4, lui, il est vraiment, en général, il se restreint à la sphère respiratoire. Il va donner de la fièvre, vraiment un jetage, de la toux parfois, enfin un peu tout ce que je vous ai raconté dès le départ, mais lui il va vraiment tout donner. Alors que le HV1, en général, ça va être un petit peu plus frustre, l'herpès virus 1. L'herpès virus 4, lui, va vraiment se concentrer au niveau de la phase respiratoire. Or, si jamais on décrypte le terme rhinopneumonie, rhino, rhinite, en général tout ce qui a à voir avec le nez, pneumonie, vraiment tout ce qui a à voir avec les poumons. Donc aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent à dire que le virus de la rhinopneumonie en tant que tel, en tant que maladie, eh ben, c'est le HV4. Et dans plus de 98% des cas, c'est qu'une atteinte respiratoire. Parfois, le HV4 peut donner d'autres signes cliniques. C'est déjà arrivé qu'il donne des cas de neuro, c'est déjà arrivé qu'il donne des avortements. Mais pour tout vous dire, au laboratoire, on diagnostique à peu près une vingtaine d'avortements à herpès virus 1 tous les ans. À herpès virus 4, en 5 ans, on n'en a eu qu'un seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire, mais tout du moins, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. Euh, aussi,
Puisqu'en fait, il donne des signes cliniques respiratoires bien plus importants, dans ces cas-là, en général, il y a une diffusion plus importante du virus. Évidemment, si le virus, s'il y a de l'écoulement nasal, s'il y a de la toux, les particules virales sont vraiment projetées. Il y a une atteinte qui est beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'en fait, on se rend compte que le HV4, donc l'herpès virus 4, lui, est beaucoup plus atteint beaucoup plus jeune les chevaux, et les chevaux sont beaucoup plus exposés à ce virus-là qu'à le HV1. Pour vous dire aussi à quel point ces herpès-virus sont importants, là je vous donne très rapidement une petite diaporama, petite dia sur ce que surveille le RESP sur 3 sous-réseaux. On reviendra un peu plus sur le RESP après, mais voilà. L'herpès-virus 4 est surveillé dans le sous-réseau syndrome respiratoire aigu, mais également dans le sous-réseau avortement. Je vous ai donné l'explication juste avant. Et l'herpès-virus 1, lui, est surveillé dans le syndrome respiratoire aigu, avortement, mais également syndrome neurologique. Pour qu'il y ait vraiment une bonne surveillance de ces deux virus-là et pour surtout qu'en fait, ils causent le moins ou qu'ils aient le moins d'impact possible sur vos élevages. Juste de la prévention aussi, là je vais passer très vite. En fait, il existe également des vaccins. Je vais pas revenir sur les soucis de rupture vaccinale qu'il y a eu l'année dernière, hein. Mais là, en l'occurrence, il y a 4 vaccins qui sont capables de protéger votre cheval contre l'herpès virus, les herpès virus. Certains font les deux valences, 1 et 4, d'autres 1 et 4, d'autres simplement le 1. Il faut juste savoir en fait que ça n'empêche pas la survenue réellement de la maladie, mais ça diminue là aussi l'intensité et la durée des signes cliniques, c'est-à-dire qu'en fait, on va certainement pas empêcher en général, malheureusement, qu'une jument avorte des fois dans un élevage, enfin, si jamais il y avait vraiment atteinte, mais ça ne va pas avoir une protection suffisante pour cela. En revanche, ce que ça va vraiment protéger des tempêtes d'avortement. Et ce qu'on appelle tempête d'avortement, c'est vraiment tout l'élevage qui avorte, enfin toutes les juments qui avortent. Alors à intervalles malheureusement assez réguliers, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on va avoir une jument qui va avorter. Et dans ces cas-là, autant vous dire que c'est réellement catastrophique pour l'élevage. Donc, certes, on ne va pas protéger l'individu réellement, mais on va vraiment protéger toute l'écurie dans ces cas-là. Alors là, existe-t-il des traitements? Et si vous avez une mémoire visuelle, vous avez exactement la même dia, la même diapo que pour la grippe. Bah, il faut donner des antipyrétiques, de la vitamine C, des antibiotiques seulement si nécessaire. Je ne vais pas vous le refaire. On va refaire l'adage avec la publicité. Les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est uniquement lorsqu'il y a surinfection. Là, en revanche, les tests réalisés sur les antiviraux, il y en a eu beaucoup plus. Alors, il y a des mots comme acyclovir, ganciclovir, cidofovir, tout ça sont des mots barbares. C'est ni plus ni moins que la crème que vous mettez là. On va pas faire de pub, aussi on va en faire comme l'activir que vous mettez en fait sous vos boutons de fièvre. Là, en fait, c'est ni plus ni moins que la même chose qui est administrée au cheval. Là encore, comme en général, il y a un rapport poids-dose, le coût est réellement prohibitif. Et encore une fois, cela n'empêche pas la survenue de la maladie, mais diminue et la durée des signes cliniques. Je dirais toujours la même chose, mais c'est malheureusement vrai. Aujourd'hui, on n'a pas quelque chose d'extrêmement efficace. Mais les études sont poursuivies et en ce moment, au laboratoire, il y a un projet qu'on appelle le projet SEV, hein, qui est sur des antiviraux un petit peu différents et qui est mené justement pour essayer de trouver un bon antiviral qui serait réellement efficace contre les herpès virus. Et c'est un projet qui est notamment financé par les fonds EPRON et l'IFC. Alors les rhinovirus, il y a toute une liste comme ça, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire pas trop un catalogue. Les rhinovirus, on les confond souvent avec les herpesvirus parce que comme les herpesvirus, on les appelle virus de la rhinopneumonie, et bien là en l'occurrence ce sont des virus bien différents. Ce sont des virus qu'on retrouve chez les chevaux, mais qu'on retrouve également chez l'homme. En général, les rhinovirus provoquent ce qu'on appelle le rhume. Donc quand vous avez un rhume l'hiver, c'est un rhinovirus dans 90% des cas. Ça provoque aussi la fièvre afteuse, des diarrhées, la poliomyélite, des encéphalites, des atteintes cardiaques. Donc autant vous dire que malheureusement, la famille des rhinovirus, tout du moins la famille des picornaviridae, à laquelle appartient les rhinovirus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies induites par cette famille virale. Donc c'est une famille qui nécessite vraiment d'être suivie. Si on s'intéresse au rhinovirus en tant que tel, je reviens à de la virologie pure et dure, ça c'est mon dada, sans mauvais jeu de mots. Ici, en fait, quand on prend l'herpès, il y a une enveloppe lipidique. Quand on prend la grippe, on voit l'enveloppe ici, donc toujours une enveloppe lipidique, donc de la graisse. Quand on prend le rhinovirus, eh ben, il n'y a rien. On appelle ça un virus nu. Alors on se dit, bof, super, s'il est nu, c'est qu'il n'est pas résistant. Eh ben, détrompez-vous.
Parce que dans ces cas-là, en fait, lorsqu'on a un virus avec une enveloppe lipidique, eh ben, un savon, lorsque bien se laver les mains avec un savon, eh ben, ça détruit la graisse. Et qui dit détruire la graisse, dit détruire la graisse qui entoure également donc, le virus. Et donc, dans ces cas-là, le virus est inactivé. Oui, mais pour le rhinovirus, dans ces cas-là, lui, il n'a pas de graisse. Donc, même si se laver les mains, il y a d'autres choses dans le savon qui fait que pour le coup, ça peut aider tout de même à détruire le virus. En général, pour les rhinovirus, il faut vraiment les petites lotions hydroalcooliques que l'on trouve en pharmacie, hein, qui elles permettent vraiment d'arrêter justement la propagation virale, ou tout du moins de ne plus en avoir sur les mains. Donc tout ça pour vous dire que là, c'est une représentation schématique, hein, mais qu'on a un virus très 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 résistant. Pour vous expliquer aussi, ce type d'organisation-là, de virus nu, c'est également ce que l'on a chez les rotavirus. Rotavirus, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est ni plus ni moins que le virus de la gastro. Donc on vous dit toujours bien vous laver les mains avec les petites solutions alcooliques, parce que sinon vous avez une propagation, et tout le monde est bien placé pour savoir en général que la gastro, ça peut se propager très très vite. C'est un peu la même chose, évidemment d'un point de vue respiratoire, pour les rhinovirus. Là, pour vous montrer très rapidement qu'en fait, il existe plusieurs types de rhinovirus. Chez les humains, voilà tout ce que l'on a comme virus. Chez les chevaux, on n'en a que deux. Donc, je pense qu'on n'est pas, qu'on n'est qu'au début de la mise en évidence des rhinovirus. Il n'y a pas de raison qu'on en ait tant que ça chez l'homme et que deux chez les chevaux. On a le rhinovirus avec un A, qui a été parfois isolé sur des prélèvements respiratoires, mais surtout à partir d'urine et de fesses. Alors vous allez vous dire pourquoi s'attarder sur ce rhinovirus-là, parce qu'en fait les conséquences cliniques ne sont des fois pas anodines. Je vais vous montrer une photo, je vais vite passer dessus. En fait, c'est un avortement qui a été fait chez le dromadaire. Donc voilà, je suis passé très rapidement pour essayer de soulager les âmes sensibles. Mais c'est également un virus qu'on a retrouvé dans du sperme. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on peut avoir certainement d'autres atteintes euh, causées par ce rhinovirus, donc il est extrêmement important de le rechercher, et c'est également pour cela que le RESP l'a mis dans sa liste des virus à rechercher. Enfin, le rhinovirus Ecker-B, qui est lui isolé exclusivement à partir de prélèvements respiratoires, et qui lui, alors je ne sais pas si vous faites régulièrement faire des analyses sur vos chevaux, mais qu'on retrouve très très régulièrement. Et en général, on a une forte fièvre, 1 à 3 jours, pareil, un jetage séreux à mucopurulent et purulent s'il y a une surinfection, de l'anorexie, l'œdème des membres, de la léthargie. Tout cela, ça peut être causé par les rhinovirus. Le souci, c'est qu'en fait, il met un peu de temps à s'en remettre parce que le virus est très résistant. En revanche, je vous ai parmi la diapo, pas de traitement pour ces virus, toujours pas. Et pas de vaccin non plus. À ce jour, il n'y a pas de vaccin pour les rhinovirus. Autre chose, autre virus qui pourrait être intéressant, les adénovirus, toujours surveillés par le RESP. Et là, pour le coup, très peu de choses connues. Isolé, en fait, il y a deux types d'adénovirus. Un isolé en 72 qui atteint les voies respiratoires, c'est celui qui est recherché par le RESP. Et un vraiment isolé dans les fesses, et celui-ci, évidemment, n'est pas recherché dans le cadre du sous-réseau respiratoire, enfin syndrome respiratoire aigu. Toujours pour faire le petit parallèle avec l'homme, parce que ça parle souvent plus. Par contre, chez l'homme, il y a 52 sérotypes. Encore une fois, là, la balance entre le 1 et le 2, on ne sait pas trop. Les troubles respiratoires peuvent être également respiratoires ou entériques chez l'homme. Et les affections sont parfois asymptomatiques, mais des fois aiguës. Donc là, on est vraiment sur un virus qui est vraiment particulier. Un virus aussi qui peut être utilisé par la suite comme vecteur dans la vaccination, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on le couple à un autre virus, on peut des fois aider à la vaccination. Mais tout de même, chez le cheval, c'est à creuser. Parce que ces virus-là, on dit toujours qu'un virus n'est pas de manière anodine chez les chevaux. Et dans ces cas-là, si jamais on le retrouve, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Je vous ai parlé pas mal du RESP. Là, je vais vous faire vraiment la présentation de ce qu'il fait au quotidien. Donc, il surveille les maladies équines, il alerte les autorités sanitaires et les professionnels de la filière, il collabore avec tout un réseau de vétérinaires sentinelles justement pour collecter des données épidémiologiques et surtout avertir rapidement les gens sur le terrain. Il soutient la recherche, et notamment notre laboratoire justement pour aider à comprendre mieux comment fonctionnent les virus et surtout essayer de mettre au point des traitements. Mais aussi également en place une cellule de crise. Il y a l'exemple de la Baule 2012. En effet, la Baule 2012, il faut juste remettre dans le contexte, donc au CSIO de la Baule, grippe équine isolée, donc branlement de combat évidemment pour isoler les chevaux. Ça a été très très bien réalisé sur le terrain, par les vétérinaires sur place, par le RESP qui a bien relayé, par l'IFCE également. Nous, on s'était mis aussi au service au sein du laboratoire pour pouvoir répondre vraiment rapidement à cela. Pourquoi ça avait causé autant
de tracas, c'est que 3 mois plus tard, il y avait les JO à Londres et au CSO de la Baule, eh bien, il y avait l'équipe anglaise et l'équipe irlandaise. Dans ces cas-là, forcément, politiquement, c'était vraiment très très urgent d'intervenir sur ce cas-là. Et enfin, dernière mission du RESP, c'est vraiment la gestion sanitaire pour pouvoir en fait former, que ce soit en général les vétérinaires par exemple, pour qu'ils puissent intervenir au mieux sur le terrain. Là, on a tous les syndromes, tous les sous-réseaux du RESP. On a le sous-réseau syndrome respiratoire aigu, donc qui est le premier. Vous avez eu la liste des différents chevaux. En plus, il y a une bactérie qui était la gourme, puisqu'en fait, la gourme est une bactérie à syndrome respiratoire. Là encore, si vous voulez en savoir plus, je vous rebalance sur la webconf faite par Xavier Dablon le 14 novembre dernier. Le sous-réseau syndrome neurologique, où on recherche l'herpès virus 1 et le West Nile. Avortement, on a le 1, le 4, les leptospires et le virus de l'artérite virale équine. Le sous-réseau myopathie atypique, là évidemment on ne recherche que la myopathie atypique. Et là je sais que Dominique Bottion en octobre a fait également une présentation dans le cadre de ces webconf, donc je peux également vous renvoyer sur sa présentation. Les diarrhées du poulain, donc là en fait on recherche rotavirus et coronavirus, le syndrome pyrolike que vous connaissez je pense tous, où on a l'ehrlichiose, les deux pyroplasmoses et l'anémie infectieuse. Les anomalies génétiques, ça c'est un peu moins connu. En fait, si jamais vous constatez une anomalie génétique, alors en général plus avec votre vétérinaire, vous pouvez le déclarer auprès du RESP. Et enfin, prévention sanitaire, donc les gestions de crise comme il y a pu y avoir à la boule. Comment s'organise la surveillance? Très rapidement, le vétérinaire sentinelle arrive sur le terrain. En parallèle de ça, il fait sa déclaration en ligne du reste en disant: Ouh là là, j'ai un cheval qui a 42 fièvres, qui mouche, j'envoie des prélèvements au laboratoire pour savoir ce qu'il y a. Donc là, il remplit toute la déclaration avec tous les éléments épidémiologiques. C'est envoyé au laboratoire qui envoie les résultats au RESP, évidemment au vétérinaire également. Le RESP se met en contact avec les autres sources que sont la DGAL d'un point de vue local, l'OIE d'un point de vue mondial ou le PROMED, là pour savoir, pour communiquer justement, pour dire attention, si jamais il y a une grippe, eh bien, il y a une grippe en France et fait une alerte, et vraiment alerte tout le monde. Et ce qui fait que dans ces cas-là, tous les professionnels de la filière sont au courant qu'il y a une grippe qui circule à un instant T sur le territoire. Et ça, c'est majeur. Alors moi, en tant que virologue, je dois avouer que je suis un peu déçu parce que malheureusement de la grippe, il y en a bien moins maintenant. Mais je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment grâce au RESP, notamment en 2012 où il y a eu des cas, et ben, le RESP a vraiment géré tout sur le terrain pour essayer de minimiser la propagation. Tout le monde a été au courant tout. Et donc, dans ces cas-là, si on limite le trajet des chevaux, ou tout du moins le voyage des chevaux, on limite la propagation du virus et tout cela est circoncis. On est bien loin des 70 000 cas qu'il y a eu en Australie. Pour refaire sur le bilan du sous-réseau respiratoire, syndrome respiratoire aigu, en 2016, en fait, il y a eu 213 déclarations, et sur 213 déclarations, vous pouvez voir en fait qu'on a principalement détecté de l'herpès virus 4, tiens, virus de la rhinopneumonie, si on veut vraiment être enfin, dans le bon sens du terme, et le rhinovirus B. Donc vous voyez en fait que ce sont les deux virus majeurs. On a retrouvé 25 rhinovirus B et 21 herpès virus 4. On a retrouvé également un petit peu d'herpès virus 1, un petit peu de rhino A et un petit peu également d'adénovirus 1, comme quoi en fait cette surveillance est effective et fonctionne. Il y a eu en tout 55 positifs, ce qui représente à peu près un quart de ces recherches, ce qui veut dire une chose, dans ces cas-là, c'est qu'il y a peut-être d'autres virus qui circulent au sein des effectifs. Et donc c'est pour cela qu'il est important dans ces cas-là que d'aller faire des recherches pour savoir exactement ce qui circule au sein des différentes populations équines. Très rapidement, hein, les 3 cas de HV1 étaient en Normandie. Euh, Évidemment qu'on retrouve les cas de HV4 et les cas de rhinovirus B principalement dans les régions où il y a le plus de chevaux. On peut quand même noter en fait qu'il y a vraiment une propagation du rhinovirus B dans les Bouches-du-Rhône à un moment donné, en 2016, donc c'était pas inintéressant. Et les signes cliniques, bah, c'est ceux que j'ai rappelés au départ, hein, c'est-à-dire de la température, de la toux et du jetage, principalement séreux, voire mucopurulent, mais comme vous pouvez le voir, très peu purulent. Quelques autres virus. Alors, on va parler là de manière très rapide de l'herpès virus 2. On pourra répondre à des questions par la suite. Enfin, je pourrais répondre à des questions par la suite parce que c'est un virus qu'on retrouve très fréquemment. Mais la cause est très simple, c'est que c'est un virus qu'on appelle ubiquitaire. Les chevaux sont infectés dès le plus jeune âge. Alors, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit pour les herpès, lorsqu'on est infecté dès le plus jeune âge, on est infecté à vie. Et en fait,
En général, l'herpès virus 2 est en lien avec des infections souvent dans les voies respiratoires basses. Et pourtant, la détection est très très fréquente dans les écouvillons nasopharyngés, extrêmement fréquente, mais malheureusement, je dirais qu'elle n'a pas vraiment de signification. En effet, on s'est rendu compte dans une étude, j'aurais pu rajouter cette étude-là, mais sinon j'avais pas assez de diapos pour la présenter, donc je vais en parler rapidement, qu'on a appelé AirVibe, qui voulait mettre en lien en fait la recherche des virus et les contre-performances. On a suivi des chevaux sur 2 ans avec des prélèvements séquentiels et on a essayé systématiquement de comparer la présence des virus au sein des naseaux et de voir exactement ce que ça avait comme conséquence sur leur performance. Et bien, l'herpès virus 2 a été retrouvé très très souvent chez des chevaux qui couraient très bien. Donc, mais cela systématiquement sur des écouvillons nasopharyngés. Ce ne serait pas mon discours si on fait des prélèvements, ce n'est pas mon discours, pardon, si on fait des prélèvements sur des voies respiratoires plus basses, par exemple des lavages trachéaux, des lavages broncho-alvéolaires. Là, en fait, on retrouve de l'herpès. Oh, il faut vraiment s'y intéresser, pas de l'herpès virus 2 pour le coup. Mais sur des écouvillons nasopharyngés, très sincèrement, si vous avez un jour un résultat écouvillon nasopharyngé, herpès virus 2 positif, alors sauf si votre cheval, sauf si on a un poulain, là ça peut être intéressant, mais sinon, pas vraiment d'intérêt. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, il peut être à l'état latent. Les signes cliniques, conjonctivite, pharyngite, trachéite, toux et jetage nasal, inflammation des voies, modérée des voies respiratoires, et ça peut être en lien, comme je vous l'ai dit, avec de la contre-performance. Pour l'herpès virus équin de type 5, même chose que le HV2. Tout ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose. On est dans la même famille virale. Alors, il y a des familles, en fait, le 1 et le 4 sont dans une même famille, et le 2 et le 5 sont dans une autre famille. On est dans la même, et donc, en fait, on a exactement la même chose. Seul truc, par contre, pour le HV5, c'est que c'est l'agent de la fibrose pulmonaire multinodulaire, qu'en fait, qui se traduit par une mauvaise condition physique, de la fièvre, de l'anorexie, de la toux, jetage nasal. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une pneumonie interstitielle, hein, mais qui est provoquée vraiment cette fois-ci par l'herpès virus 5. Et quand on parle de pneumonie, dans ces cas-là, évidemment, mais ça je vous l'ai déjà dit, on est sur les voies respiratoires basses. Dernier virus, en fait, hein, qu'on peut retrouver, c'est le coronavirus équin. Alors, on peut avoir du jetage, on peut avoir de la fièvre, mais ça, c'est extrêmement rare. Le plus souvent, on a vraiment des troubles entériques, de la diarrhée. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il est recherché par le reste dans le sous-réseau syndrome, pardon, diarrhée, syndrome entérique, mais et pas dans le syndrome respiratoire aigu. Tous ces virus-là, en fait, on a déjà essayé de les rechercher dans le syndrome respiratoire aigu, dans le sous-réseau syndrome respiratoire aigu, mais en fait, il y avait très peu de détection. Alors, pas pour le 2L5, évidemment, il y en avait beaucoup, mais encore une fois, je vous l'ai dit, dans ça, d'un écouvillonnage nasopharyngé, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pour le coronavirus, on n'a quasiment jamais détecté, donc pas obligatoirement d'intérêt à le retrouver là. Juste pour faire toujours un lien avec l'actualité, euh, les coronavirus équins, eh ben, c'est de la même famille que le SRAS ou le MERS, qui sont deux coronavirus qui ont infecté les hommes et dont on a parlé vraiment beaucoup. Alors le SRAS, ça remonte maintenant à quelques années, mais pour le coup, ça a été vraiment quelque chose qui faisait l'actualité. Et je me rappelle qu'il y avait eu un homme à Lille qui avait été particulièrement touché par cette maladie-là. Euh, et donc, voilà, c'était quelque chose où il avait comment il était sous assistance respiratoire. Il y a eu des morts dans le monde causées par ce virus-là. Pareil pour le MERS. Donc, dans ces cas-là, c'était quand même des virus qui n'étaient pas anodins pour l'homme, ce qui mérite tout de même donc souvent d'être recherché également chez le cheval. Ce qu'il faut retenir donc de cette présentation, c'est qu'il y a de nombreux virus respiratoires qui atteignent les chevaux et les plus fréquemment rencontrés sont surveillés par le RESP. Il y a peu ou pas de traitement pour les virus, malheureusement. Ce sont souvent des traitements essentiellement symptomatiques et les antibiotiques, mais dans ces cas-là, c'est simplement en cas de surinfection, puisque les antibiotiques vont lutter contre les bactéries. Je pense que je le martèle tellement que maintenant c'est bien rentré dans la tête. Mais voilà, là pour le coup, il n'y a pas de traitement qui existe. Ça ne veut pas dire que les différentes équipes de par le monde ne planchent pas dessus, parce que c'est vraiment, si jamais il pouvait y avoir des antiviraux efficaces, ce serait vraiment une aide pour stopper la dissémination et donc ne pas atteindre toute l'écurie ou tout un champ de course ou tout un pays, comme ça a été le cas pour la grippe en Australie. Donc il y a vraiment des travaux de par le monde qui sont faits, mais pour l'instant, sur le marché, il n'existe pas encore de molécules suffisamment efficaces pour pouvoir lutter contre les différents virus. La prévention est le meilleur des remparts. Alors pour la grippe et les EHV1 et 4, évidemment c'est la vaccination, mais je vous ai parlé également
de lavage des mains, de bien désinfecter les différents ustensiles qui peuvent servir aux chevaux, la gamelle d'eau, même les ustensiles du maréchal Ferrand. Ça peut être également vraiment si vous pouvez installer un pédiluve à l'entrée des chevaux comme en malade, enfin à l'entrée des box des chevaux malades, mettre une bonne signalétique avec un panneau attention cheval malade, bien surtout vraiment ce qui est majoritaire, c'est vraiment terminer les soins toujours par les chevaux malades, enfin voilà, tous ces petits trucs-là, eh ben, la prévention, c'est vraiment la meilleure des armes pour combattre un virus et pour éviter sa propagation. Moins il y a de propagation virale, bah, meilleur est le rétablissement des chevaux et évidemment les chevaux peuvent retourner plus rapidement au travail. J'en ai terminé donc avec la présentation. Vous pourrez de toute façon par la suite retrouver d'autres webconférences. Celle-ci sera donc en ligne et disponible pour la revoir si vous voulez. Et les prochaines webconf, il y en a deux d'ici la fin de l'année. Donc le jeudi 14, alimenter son cheval avec des fourrages, quel coup. Et le mardi 19, maintenir une cadence régulière en enchaînant les sauts. Donc pour le coup, on ne parle pas du tout de virus, hein. Donc voilà. Moi, je vais pouvoir, si vous le souhaitez,